Ah non, c'est bon. Et bonjour à tous. C'est une émission qui commence très bien, sous le signe de la couleur de nos cœurs et aussi de la couleur de nos vies. Oui, c'est une intro toute pourrie, mais je sais, ça rime et c'est trop bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Et de Florian. Bonjour Florian. Bonjour Yann, bonjour Alors Steve. oui, cette émission est placée sous le signe du LSD. Vous comprendrez très rapidement pourquoi, elle fera très certainement partie de nos annales. Vous regardez bien la Geekedemy numéro 3, 3. saison 2, épisode 3, en espérant qu'il n'y en ait pas 12 cette fois-ci. Et on va parler cinéma, surtout cinéma, vu les deux Gugus qui sont avec moi. C'est vrai. Surtout. Mais on ne va pas oublier l'actu gaming, puisque la PS5 et la Xbox Mm. Series X et Series S arrivent cette semaine. Eh ouais. Eh oui, Eh oui. Et nous avons déjà eu l'occasion de tester certains jeux. Non, je déconne. Nous, non, mais parce qu'on est tous pauvres, mais vous remarquerez les mêmes quand même que vos webcams elles sont bien faites parce qu'il y en a un qui est en bleu et l'autre qui est en vert. Hein. C'est bien pour l'actu gaming en ce moment. Ah Très oui, bien. Sony et Xbox, sauf que je suis pas Eh dans le bon oui, camp. c'est ça. Et moi je suis la Nintendo 64 avec mon décor, Ouais, hein, mais bon, t'aurais dû c'est être pas un grave. Nintendo, t'aurais pu être rouge, t'aurais été Monsieur Nintendo. Mais c'est pas grave. Voilà. Bienvenue dans cette Geekedemy. Promis, vous Bref, allez passer un bon moment. cette émission sera sous le signe du LSD et des ennuis qui vont avec. On va surtout parler cinéma, on a parlé un peu de l'actu des consoles en 10 secondes, parce que de toute façon on n'a pas de responsable gaming cette semaine. Donc, je vous propose de faire très simple cette semaine, on va parler des films qu'on a vus, des conseils qu'on veut donner en tant que film et série. Nous n'avons pas de jeu cette semaine malheureusement, mais nous avons quelques news et on pourra finir sur le décodeur de Steve. Ça vous semble bien? Eh bien, bah, très bien. Oui. Bon, eh ben, partons là-dessus. On va commencer par les conseils de films et de séries, parce que pour une fois, on va pas commencer par l'actu. Ça a été une semaine qui a été remplie de films pour moi, de films intéressants, pas très bons, mais intéressants quand même. J'ai deux conseils en plus de films que j'ai revus il y a très longtemps, que j'ai pas revus cette semaine-là, mais que j'ai très envie de revoir, et je vais vous expliquer pourquoi je vous les conseille. Mais j'ai vu 4 films cette semaine, ce qui est quand même énorme. D'habitude, j'en vois pas autant. Je suis plutôt consommateur de séries en confinement, mais j'ai vu 4 films, 4 films de science-fiction, 3 de la même saga et un autre de très différent. Et je vais commencer par celui-là. C'est un film de Walter Hill sorti en 2000, qui est son film maudit. Oui, Steve sait de quoi je vais parler. Mais Euh, moi aussi je crois, c'est ça le pire. Walter Hill, on le connaît pour les 48 heures, on le connaît pour les Guerriers de la Nuit, alias The Warriors. On le connaît pour plein de scénarios de films et notamment pour avoir créé la licence Alien, entre autres, avec Dan O'Bannon. Mais moi, je vais vous parler d'un autre film de science-fiction, genre qu'il n'avait, pour le coup, jamais véritablement touché en tant que réalisateur. Ce film, qui aurait pu être un énorme film de science-fiction, s'est retrouvé être un espèce de ratage. À l'époque de sa sortie, on l'appelait le Super Navet. Je vais vous parler du film Supernova. Ouais. C'était pas ce que je pensais. Ok, c'était bon. Est-ce que vous connaissez ce film Oui. déjà? Pas du tout. Non, vraiment non. Alors, Supernova, c'est un film dans la plus pure tradition des films de SF des années 90. Quand je dis ça, je pense à Event Horizon, à Perdu dans l'espace. Des espèces de films qui flirtent entre le nanar cosmique et le film de SF de bonne facture, genre qui sera totalement remis à zéro avec la sortie de Matrix et de Dark City en 99. Mais le space opera au cinéma mettra un bout de temps avant de ressembler à quelque chose, et les films des années 90 sont un petit peu hybrides, donc dont celui-là qui aurait pu être un énorme film sur l'eugénisme, c'est Calme Blanc dans l'espace en fait. Sur les C'est tout ce qui reste poires. du film. Calme Blanc, pour rappeler, c'est un film avec Sam Neill et Nicole Kidman sur un bateau. Non, ce n'est pas le début d'une blague. Qui recueille un naufragé joué par Billy Zane sur leur bateau, qui n'est pas un bateau qui n'est pas un yacht, mais un espèce de catamaran. Donc c'est un tout petit bateau. Et il se révèle petit à petit que leur naufragé est un dangereux psychopathe.
Et ça, c'est la trame d'un film qui était plutôt réussi, que peu de gens ont vu, enfin surtout peu de gens s'en souviennent, mais qui avait lancé la carrière de Nicole Kidman. Et il date de 90. Euh, Supernova, c'est sorti 10 ans plus tard, et ça retranscrit à peu près le même schéma dans l'espace. Donc ça, c'est ce qui reste du film après de nombreux découpages, après de nombreuses tentatives de montage, après de nombreuses projections tests. Et cette partie-là du film est très certainement le moins intéressante du script original parce que ça sous-entend qu'une équipe dans un vaisseau médical répond à un appel de détresse, se retrouve avec un type qu'ils n'ont jamais vu et qui décide de les tuer un par un. Sauf que ce moment de meurtre qui aurait pu être grandiloquent et faire un espèce de slasher dans l'espace ne dure que 10 minutes. Et chaque mort est expédiée les unes après les autres, sachant que pour faire un bon slasher, faut du monde. Et dans le film, précisément, le capitaine meurt au bout de 3 minutes à cause d'un accident technique. Et il ne reste donc que 3 médecins et l'acteur principal. Formidable. Non, pardon, ils sont 4. Il y a 4 médecins et l'acteur principal. Ce qui fait que c'est quand même très court pour buter des gens. Ou les faire passer pour morts, dans le coup. Mais c'est à peu près ce que nous propose le film. Au moment où le capitaine meurt au début du film dans un accident assez glauque, vu que le film part du principe que pour passer en hyperpropulsion, il faut que les gens soient nus dans des caissons. Allez comprendre pourquoi. Euh, à poil dans les conduits. Allez savoir pourquoi. Mais l'hyperpropulsion dans le film provoque des déstructurations moléculaires. Et si on ferme pas bien la porte du hublot, on se transforme en espèce de bouillie. Et c'est exactement ce qui se passe ce qui arrive au capitaine qui, au moment où le vaisseau sort d'hyperespace, est toujours en vie. Et l'arbre capitaine, parce que à partir de là, ses bras sont plus que des racines rouges. Voilà, demande à ce qu'on le tue, ce que l'équipage finit par faire assez rapidement, donc il se retrouve avec un second qui est un ancien toxicomane militaire, et super dans le genre, deux toubibs qui ne font que baiser dans le film, une chef toubib qui n'aime pas vraiment son nouveau capitaine, et le naufragé qui récupère au bout de 5 minutes après cet accident. Oui, c'est tenter de faire un huis clos dans l'espace, mais sans réussir à faire un huis clos dans l'espace. Bref, comment vous dire c'est pas un mauvais film. Ça aurait pu être 2 milliards de fois mieux. C'est pas le super navet que les critiques avaient décrit, mais au départ, le film avait été... on avait commandé à un réalisateur le film, avec au casting principal un certain James Spader. Au bout de 3 semaines, le réalisateur est viré. James Spader propose à Walter Hill de reprendre le projet. Walter Hill accepte. Mais après un première projection test, et avant même qu'il n'ait pu toucher tout le budget, le studio vire Walter Hill. Parce que le film n'est pas assez bon et que Walter Hill refuse, sans budget supplémentaire, de réaliser la moindre scène en plus. Donc ils engagent un autre réalisateur pour finir le film. Les projections tests sont un peu meilleures. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la MGM change de direction et n'aime toujours pas le film. Donc, ils rappellent Walter Hill en mode bon, c'était nos prédécesseurs, on est désolé, est-ce que vous pouvez revenir, etc. Walter Hill refuse. Donc, il donne le film à monter, parce qu'il n'y a plus question de tourner une seule scène. Donc, le gâchis restant est donné à monter à Francis Ford Coppola. Oui, j'ai l'impression de faire un camoulox. Ça aurait tellement pu faire un bon épisode de Film Wars du Fossoyeur de film. Ton histoire, c'est magnifique, franchement. Francis Ford Coppola accepte de remonter le film, mais écoute aussi Walter Hill pour essayer d'avoir une fin et un film à peu près structuré. Le problème, c'est que le film ne devait pas simplement être un calme blanc dans l'espace, mais les scènes de cul gratuites dans le montage final étaient censées nous montrer comment est-ce que la société du film évolue et gère la question d'avoir des enfants. Parce que les deux toubibs qui baissent tout le temps dans le film, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est avoir des gosses. Et les métaphores cheloues
sur comment est-ce qu'on fout des poires dans des bouteilles d'eau de vie entre James Spader et Angela Bassett qui joue la chef des Toubibs, c'est aussi une métaphore sur la procréation. Et c'est ce qui reste d'un canevas qui aurait pu faire un grand film de science-fiction, peut-être meilleur que tout ce qui avait été fait dans la décennie 90. Mais au final, le film a été charcuté tellement de fois qu'il ne reste plus rien. Même James Spader disparaît du film à un moment. Il disparaît presque 25 minutes, alors que c'est le héros principal. Non, mais honnêtement, il prend le rôle de capitaine. En plus, il est toxico, je sais pas quoi, mais ça, le film s'en fout. Ils arrêtent pas de nous le balancer à la gueule, mais ça n'a aucune incidence sur le personnage. Super. Il est amené sur la planète à côté pour faire un truc. Le psychopathe décide de l'empêcher de revenir pour qu'il puisse tuer gentiment tous les autres. Oui, mais ce qui fait que James Spader n'est plus dans le film. Il n'y a plus de leader à un moment. Jusqu'à la dernière scène où il appelle le méchant à la radio en lui disant « Je reviens de botter le cul ». Et fin du film. Alors, je vous l'ai très mal dit, je vous l'ai très mal présenté parce que c'est très dur d'expliquer ce film, parce que l'histoire est bizarrement faite, parce qu'il y a aussi qu'est-ce que l'équipage ramène en plus du psychopathe? Une espèce de bombe organique qui rend surpuissant le psychopathe du film, parce que ça le fait rajeunir et ça le rend plus ou moins invincible, et toutes les personnes qui y touchent deviennent un peu hypnotisées par ce truc, et il est révélé par analyse que ce truc, si il explose, provoque un changement dans la vie de l'univers tout entier. D'accord. Et je vous le donne en mille, le machin explose. Youpi. Et l'ordinateur du vaisseau calcule que la supernova qui a été créée de l'explosion atteindra la Terre dans les 50 ans. Sans savoir si ça va détruire toute vie sur Terre ou si ça va amener l'être humain vers une nouvelle étape de son évolution. Ok. Donc, ce qui aurait pu être un film sur le génie génétique, sur la procréation et sur toutes ces questions-là, s'est retrouvé être un slasher très mauvais. Attends, mais on n'a pas la résolution de ce truc de cette épée de Damoclès que dans 50 ans, ça va taper. Non, c'est-à-dire qu'ils butent le psychopathe parce qu'il faut bien une finalité au truc, ils repartent en hyperespace et le dernier plan, c'est sur la Terre. Donc le machin s'appelle Supernova, t'as même pas la résolution de la supernova. Non, c'est juste la toile de fond. Surtout que, et pour accentuer encore plus la volonté que le film avait, parce que ce film est complètement malade dans les deux sens du terme, la dernière scène du film oblige James Spader et Angela Bassett à occuper le même caisson pour repasser en hyperespace. Le film nous avait plus ou moins expliqué que ça provoque des problèmes moléculaires à ne serait-ce qu'une personne dans un caisson, alors imaginons à deux. Et à la fin du film, ils ont été altérés à 2% l'un l'autre. Et chacun a l'œil de l'autre. Par exemple, James Spader, il a un œil bleu, un œil marron, et sa collègue aussi, donc ils ont échangé leur patrimoine génétique. Et l'ordinateur leur réveille comme une fleur que Angela Bassett est enceinte. Camoulox. Donc, je vous invite à voir au moins une fois ce truc, parce que ça aurait pu être un grand film. Il reste des petites choses, donc c'est super intéressant quand on est réa ou qu'on veut être réa, et surtout quand on aime le scénario et le travail de scénariste, de voir ce qu'on peut faire avec un film. Parce que le film tient debout, pas particulièrement de fort accord, c'est Walter Hill, donc c'est carré, mais scénaristiquement, ça va nulle part. Vraiment, il n'y a aucune piste qui est posée dans le film qui va vraiment quelque part. Le seul élément d'intrigue qui a été gardé pour pouvoir le clôturer, c'est le psychopathe. Et encore, il y a plein d'éléments sur le psychopathe qui sont complètement faux, enfin qui sont complètement posés là, parce que on révèle petit à petit que le psychopathe, en fait, il a rajeuni tellement fort qu'ils ne le reconnaissent pas, mais en fait, c'est l'ex de Angela Bassett. Bien Oui. sûr, Voilà. bien sûr. Mais c'est gratuit. Voilà, donc après ce film-là, qui a été quand même un grand moment de what the fuck, mais qui était quand même acceptable, j'ai décidé de regarder un film pour une chronique que je vous prépare, Riddick. Sadisme. Le troisième Riddick de Vin Diesel, avec Vin Diesel de David Tory. Qui est, comment dire, vous savez, dans les trilogies, c'est toujours difficile de faire un troisième épisode sans se répéter.
Par exemple, Ouais. Very Bad Trip, le troisième épisode est pourri parce que ça se repasse à Las Vegas et ça se passe pas aussi bien que dans le premier film. Ne serait-ce qu'en termes de niveau scénaristique. Il a aucun sens, le 3. Et ben là, c'est pareil. Parce que le 3 essaye de nous refaire Pitch Black, mais foire tout ce que Pitch Black avait réussi à poser. Pitch Black, je sais que vous l'avez tous les deux vu. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus, hein, je me permets de la citer, c'est que Yann m'a cassé les houilles pendant des années pour que je le mate. J'ai fini par le mater il y a quelques temps déjà, et c'est Ouais. un bon film, voilà, effectivement. Voilà. Pitch Black se passe 99% du temps dans la nuit. Oui. Et les monstres du film ne sont quasiment jamais montrés. La première chose que fait Riddick, le troisième film donc, c'est un combat de jour contre Riddick avec un monstre. Donc déjà, la menace des monstres est totalement désamorcée, et surtout, le film pose le postulat de départ, Riddick veut, après ses déboires avec les Necromangers dans le deuxième film, qu'ils l'ont balancé du vaisseau sur une planète hostile, se dit, maintenant, il faut que j'arrête d'être humain et que je redevienne un animal. Je veux bien. Et moi, j'attends que ça, je veux dire, retrouver le Riddick de Pitch Black, ouais. En tant que fan, ouais. Sauf que quelle est la première chose que fait Riddick? Élever un chien. Un chien de l'espace. Un dingo. Parce qu'on est sur une planète désertique, il élève un dingo. Un dingo. Euh, alors, on part pas. Non, mais on pourrait dire, ouais, c'est une relation d'animal à animal, il se crie dessus, il se grogne dessus, il se partage la bouffe. Non, c'est le chien à Riddick. Il y a même des scènes de comédie avec le chien. Ça me fait penser à la vidéo de Monsieur 3D où quand il parle du film Spawn, qui dit Spawn a un petit chien. Mais imaginez, c'est comme si Batman avait un canari. Oui, mais ça aurait pu être un truc façon A Boy and His Dog, pour ceux qui le connaissent. Mais non, même pas. C'est juste le chien de Riddick. Et les deux autres choses qu'il fait pour repasser à l'état sauvage, c'est manger du serpent et s'immuniser contre le venin des monstres. Merveilleux. Et ça ne dure que 5 minutes. Et sinon, t'as maté un bon film à part ça ou... Oui, j'y arrive. Ça ne fait que 5 minutes de film, ça. Parce qu'après, il se dit, tiens, ce serait une bonne idée que je rejoigne les terres fertiles, quoi, où il y a de l'air pour pouvoir quitter cette île. Enfin, cette planète. Donc, il retrouve le seul abri qui a des kilomètres à la ronde, déclenche une alarme volontairement et attend que des mercenaires débarquent pour réclamer la prime. Qu'il y a toujours contre la tête de Riddick, qui, c'est marrant parce que la prime double s'il est mort. Va Va savoir. comprendre oui, la logique. il y a plus de boulot pour le tuer. Donc, une première équipe de badabeux, je les appelle comme ça, qui sont des mercenaires qui sont tous sud-américains, parce qu'ils s'appellent tous Gonzales ou je sais pas quoi, Des débarquent badabeux. avec leurs gros sabots et leurs gros flingues, notamment Dave Bautista, parce que tant qu'à faire, Bah oui. débarquent en mode on pose des pièges, on balance notre technologie et on tue le mec et on repart. Sauf que au bout d'une nuit, deux membres de l'équipe sont déjà morts, le troisième est porté disparu. Et entre-temps, une autre équipe débarque, pas forcément volontairement parce que l'autre équipe a pas très envie que quelqu'un d'autre débarque, mais en fait, il s'avère que le capitaine de l'autre vaisseau C'est... s'appelle Jones. Ah non, pardon. T'as dit quoi? S'appelle C'est Hélène Ripley, je disais. Oh putain. le capitaine du deuxième vaisseau s'appelle Jones et se présente comme le père du mercenaire qui avait capturé Riddick dans Pitch Black. Alors, Allô, c'est téléphoné. Alors, Non. oui, j'ai joué à Escape from Butcher Bay, j'ai vu Pitch Black, donc je me souviens à peu près de qui est Jones. Le problème, c'est que le film n'arrête pas de me rabattre, ouais, mais c'est pas Riddick qui l'a tué, machin, tout ça. Je ne me souviens absolument pas de comment Jones est mort. Et c'est. Moi, je suis fan, hein, donc j'ose à peine imaginer quelqu'un qui découvre l'univers comme ça, sachant que le film n'explique absolument rien. Ne revient pas du tout sur les éléments des deux premiers films, donc dépose Riddick comme un énorme colis sur la planète. Qui se fait attaquer par un monstre, il me semble. Sans explication de savoir qui est Riddick. Pour les gens qui n'ont jamais vu Pitch Black et les chroniques de Riddick, qui pourrait être normal vu le succès qu'ont eu les deux premiers films, ce serait été bien de réexpliquer quelque chose. Mais là, non.
Donc, les deux équipes se font la guerre pour savoir qui aura Riddick, sachant que Jones n'est pas là pour la prime, mais là pour essayer de comprendre et se venger si besoin de Riddick. Et entre-temps, la pluie commence à menacer la planète. La pluie. Ouh. La, la pluie est pas acide, la pluie. La pluie. Et les deux groupes de mercenaires pas trop débiles se rendent compte que s'ils sont là, c'est parce que Riddick a appelé un taxi, c'est-à-dire qu'ils comptent leur voler un vaisseau, se barrer et les laisser là. Donc ils décident de chacun enlever des pièces de leur moteur, de les cacher dans une armoire, et faire en sorte que cette armoire soit piégée avec un cadenas explosif. Oui, sauf que Riddick parvient tout de même à récupérer les morceaux de moteur. Je vous explique pas pourquoi, c'est très chiant, et décide de les cacher et de creuser un trou plus loin dans la terre pour les enterrer. Et la notion de loin, très forte dans ce film-là, parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Parce que la première fois, on le voit enterrer le truc et revenir en 7 secondes, à peu près, à un cut près. Alors que dans la dernière partie du film, quand ils décident de dire ouais, ce serait bien qu'on quitte la planète, ils mettent presque 10 minutes à aller jusqu'au point. Donc, Riddick débarque sans armes, sans rien, et leur dit voilà, si vous voulez rentrer, pas de problème, je vous donne des pièces de moteur pour votre vaisseau, mais moi je prends l'autre. Sauf que la seule réponse que les mercenaires leur donnent, c'est des sédatifs pour chevaux. Et Riddick se retrouve enchaîné. La pluie atteint l'abri, et les monstres débarquent avec la pluie. Monstres qui arrivent de nuit, sous la pluie, ça aurait pu marcher super bien, sauf que ces monstres-là, ils ont été désamorcés par l'intro du film, déjà parce qu'on a vu leur gueule, et deux, parce qu'on sait que Riddick peut les buter. Donc ça marche pas. Eh oui, à la différence de Pitch Black, où même Riddick était dans la merde. Hmm. Hein. Et là, je vous passe les dialogues qui sont outranciers au possible, et la scène de fin qui ne sert à rien, mais ça finit bien pour Riddick, pour Jones, et pour le gamin qui est prêtre. Sachant que j'en veux beaucoup à ce film parce qu'il a détruit tout ce qui était bien dans les Chroniques de Riddick et dans Pitch Black. Et surtout, c'est le seul des trois qui a marché au cinéma. Donc voilà. C'est une fin pour. Bah, Riddick n'est pas terminé. Vin Diesel et David Tory ont terminé le quatrième script, donc ils devraient rentrer en tournage après la pandémie. Normalement. Mais est-ce que j'ai envie de revoir Riddick? Je suis même pas sûr. Parce que Ouais. parce que je, parce que après j'ai revu les Chroniques de Riddick, qui est pour moi un des plus grands films de science-fiction qu'on ait fait dans les années 2000, donc 2000 à 2010. Parce que c'est inventif, les décors sont faits en dur, les acteurs y croient à fond, l'histoire se tient. L'histoire est vachement plus complexe que dans Pitch Black, parce que là c'est du space opéra, et ça fait partie des rares films de science-fiction où on voyage autant. Parce que dans le film, Riddick explore 4 planètes et 2 vaisseaux, en Quand l'espace de même. 2 heures de film. Et c'est des planètes qui sont toutes différentes, avec une architecture totalement différente, et on sent que tous les plateaux sont en dur. On n'est pas sur un film qui est à moitié tourné en CGI, comme l'est le troisième, euh, et on sent vraiment qu'il y a vraiment une patte derrière, et l'histoire est vraiment bonne. Le film s'est fait massacrer à l'époque par la critique et par le public, et j'ai jamais compris pourquoi. Parce que ce film, c'est un peu la base des jeux Escape from Butcher Bay et Assault on Dark Athena, qui sont aussi très bons, surtout le premier. Et voilà quoi, je veux dire, c'est un gâchis parce que c'est un film qui est pas tout numérique, c'est un film qui est écrit par des spécialistes, c'est écrit par, en plus l'acteur principal est à fond dedans. C'est pas encore le moment où Vin Diesel a une tête comme ça et des chevilles en train d'exploser. Ce qu'il a dans le troisième film d'ailleurs, parce que mine de rien, dans le premier, Riddick il est victime de la situation, c'est un personnage secondaire. Dans le deuxième, il est envoyé au milieu d'un truc, il sait pas trop ce qui se passe et il est un petit rien dans un grand quelque chose. Et c'est que dans le troisième film où, peut-être par ego de Vin Diesel, il est l'élément principal. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que je vous conseille sincèrement les Chroniques de Riddick et Pitch Black, et, notamment, et le dessin animé aussi Dark Fury, parce que ces trois œuvres montrent à quel point on peut faire de la science-fiction d'auteur.
et y croire un minimum et pas simplement faire du blockbuster pour que ça rapporte du pognon. Parce que mine de rien, les Chroniques de Riddick, il a coûté cher, il n'a pas rapporté beaucoup, mais ça reste une œuvre avec une patte et une signature derrière. Et c'est pour moi, quand on regarde la filmographie de David Bowie, très certainement son plus grand film. Les Chroniques de Riddick? Oui. Il a réalisé quoi d'autre, le monsieur? Alors, il a réalisé Pitch Black, il a réalisé le troisième Riddick, forcément. Mhm. Il a réalisé un film qui s'appelle Abîme, qui est un film surnaturel dans un sous-marin. Pas vu. Donc c'est assez glauque. Il a aussi réalisé un film avec Charlie Sheen dans les années 90, juste avant Pitch Black. Je vais essayer de retrouver le titre. Et c'est le film qui a inspiré Half-Life. Ah, The Ça fait Arrival, vachement stylé. Voilà, Ah, The Arrival. qui est sur Netflix. Voilà. oui, c'est vrai. Euh, Entre autres, il a réussi Timescape, Le Passager du Futur. C'est aussi un grand scénariste, enfin un grand scénariste parce qu'il a écrit quasiment les plus grands films des années 2000, des années 90, pardon, parce il est crédité au scénario du Fugitif, de À Armes Égales, de Warlock, de Critters 2 et même de Waterworld, Oh, qui n'est ouais, pas ça un, va, ça se tient. qui Ouais. n'est pas un si mauvais film que ça, même s'il a des relents un peu bizarres, mais ça reste un film qui se tient à peu près, Waterworld. Il a aussi écrit la totalité de ses films, mine de rien. Et il n'est pas crédité au générique, mais il a écrit une des versions d'Alien 3, David Bowie. Oh putain. Quand même. Voilà, donc c'est pas la moitié d'un abruti. Je comprends pas vraiment ce qui s'est passé avec Riddick. En même temps, il n'avait pas fait de film depuis 2009. Il se passe 9 ans entre les chroniques de Riddick et Riddick. Donc voilà. Mais mine de rien, je vous conseille quand même Pitch Black, Abîme et les chroniques de Riddick parce que c'est quand même des films de science-fiction qui se posent là. Parce que David Bowie, il a cette faculté qui est assez géniale, c'est de ne pas avoir de budget et de quand même réussir à faire un film avec un message, un film équilibré en termes techniques et avec une mise en scène qui tient la route du début à la fin. Alors qu'il n'a pas une thune. Par exemple, Pitch Black a coûté 23 millions. Ouais, Qui n'est rien hein, pour un blockbuster ouais, dans c'est les clair. années 90, surtout si on calcule ce chiffre avec l'inflation, et il en a rapporté 39, ce qui fait un succès très modéré, Mm. surtout que bah, il est devenu culte par les sorties DVD et Vidéo Club, Pitch Black, c'est ça qui a donné envie à Universal de produire les Chroniques de Riddick. Et ce qui est intéressant dans le parti pris de David Bowie et de Vin Diesel, c'est de ne pas penser les films les uns après les autres, mais de calculer quand même une histoire complète autour de ce personnage. C'est pas pour rien que le film s'appelle Les Chroniques de Riddick, parce qu'il partait du principe que le deuxième film, enfin le premier épisode des Chroniques de Riddick pour le coup, ne devait être qu'un début d'aventure. Le film n'a pas marché au box-office malheureusement, donc ils ont été obligés de réduire un peu la voilure et on s'est retrouvé avec ce film que je trouve bancal, mais qui a mine de rien marché au box-office, qui fait que ça donne de l'espoir pour faire un quatrième film qui sera peut-être plus proche des Chroniques de Riddick, vu que le scénario nous amène quand même avec un retour de la situation du deuxième film, qui n'a pour le coup toujours pas de fin. D'accord. Parce que mine de Ok. rien, les enjeux qui sont posés dans les Chroniques de Riddick ne sont pas résolus dans le troisième film, bien au contraire. Super. Donc ça fait... Donc, Attends, et du coup, il est sorti à peu près quand le deuxième film? le deuxième film est sorti en 2004. Putain, donc ça fait... Ça fait 2000, 2004, 2009, si j'ai bien suivi. D'accord. Non, 2013. Ah, 2013, pardon, j'ai rien écouté. Oui. Donc ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une histoire en suspens là. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que à la fin des Chroniques de Riddick, je vais pas spoiler, mais Riddick en est à un point très haut dans l'histoire, mais il a rien résolu du tout. Et surtout que il a une relation avec les méchants, les Necromangers, qui est très tendue parce que il a refusé pas mal de choses, et c'est pour ça qu'il se fait lourder de leur vaisseau dans le début de Riddick, dans le troisième film. Le problème, c'est que ça ne résout absolument pas l'état dans lequel il a laissé la galaxie, enfin l'univers, dans les Chroniques de Riddick. Mhm. Et je peux vous conseiller aussi, pour parler de jeux vidéo, les deux jeux tirés de l'univers, à savoir Escape from Butcher Bay et Assault on Dark Athena, qui sont tous les deux des jeux très différents de ce qu'on peut imaginer. C'est pas des FPS bourrins, c'est des FPS basés sur l'infiltration et sur les capacités de Riddick, qui est Nyctalope.
donc il peut voir dans la nuit. Et donc, le jeu est basé sur l'infiltration et sur les dialogues, sur les enquêtes, etc. Parce que Riddick doit essayer de sortir d'une prison qui s'appelle Butcher Bay. Les deux jeux sont des préquels à Pitch Black. Donc, il a créé un univers qui est quand même très cohérent, parce qu'on a deux jeux qui sont les préquels du premier film. Il y a un film d'animation qui fait le lien direct entre Pitch Black et le premier Chronique de Riddick. Et il y a un motion comics qui sert d'introduction à Riddick. Donc, il n'a pas seulement créé un univers cinématographique. Riddick, c'est le premier vrai univers étendu des années 2000 et porté par Vin Diesel. Le problème, c'est que derrière, comme sa carrière allait de plus en plus haut et son ego aussi, ça a un peu altéré l'image de Riddick, et je pense que le troisième film était surtout là pour essayer de lui redonner l'image qu'il avait à l'époque. D'accord. Donc ça n'empêche pas que les deux premiers films sont vraiment à voir. Le troisième, si vous avez aimé les deux premiers, le troisième fait pas avancer l'intrigue, mais c'est l'occasion de revoir Riddick aussi. Mais voilà quoi. Il sera forcément moins bien que les deux premiers. Clairement, moi j'ai ragé tout le long du troisième film. Alors qu'à chaque fois que je regarde les chroniques de Riddick, je me prends une nouvelle baffe. À côté de ça, j'ai deux films que j'ai eu envie de revoir, que j'ai pas eu le temps de voir, qui sont pas tout à fait des films de science-fiction, mais qui sont deux films très décalés et très inattendus dans leur sortie et dans ce qu'ils sont dans l'histoire du cinéma. C'est deux films qui datent des années 80, donc l'époque où on pouvait tout faire. Le premier, c'est un film de science-fiction totalement décérébré, réalisé par un certain D.W. Richter, qui est son unique film. Un film avec Peter Weller, un film de SF qui n'est pas Robocop. Et je vais vous parler d'un héros qui est aventurier, physicien, neurochirurgien et star du rock. Vas-y, sors-nous le titre du film. Le film s'appelle Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. D'accord. Alors ça fait aussi partie des films dont Yann arrête pas de me dire depuis des années, faut que tu le mates, faut que tu le mates, et que j'ai toujours pas maté. Non, mais la même. Alors, Buckaroo Banzai, c'est donc l'histoire d'un neurochirurgien, aventurier, scientifique et star du rock, qui décide, à travers sa nouvelle invention, de traverser avec une voiture la 8ème dimension. Mais Et qu'est-ce on que la est, 8ème dimension, Jamy? on est un an avant Retour vers le futur, et il fait exactement la même chose que le Doc Emmett Brown dans le film. Donc ça, c'est le point de départ. Et c'est super compliqué après, mais sachant que de l'autre côté, il y a un savant fou qui revient de la 8ème dimension, joué par John Lithgow, le méchant de Cliffhanger, pour situer, qui, lui, veut absolument tuer Buckaroo Banzai pour faire venir les extraterrestres sur Terre et ainsi dominer le monde. Rien que ça. Parmi les extraterrestres, on retrouve Christopher Lloyd Oh. et d'autres acteurs, dont un dont j'oublie à chaque fois le nom, mais Vincent Schiavelli, voilà. Ah oui. Ceux qui voient qui c'est, qui a un second rôle extrêmement connu du cinéma, parce que déjà il joue dans un James Bond. Il a joué dans. C'est lui qui joue de la viole. Comment c'est cet instrument là bizarre dans Batman Returns là, avec une manivelle. Ah! Oui, En non, fait, une barre de mitraillette. Ah, je vois ce que c'est. je sais plus, mais oui, non, mais je vois, ouais, Voilà. évidemment. Donc, il fait aussi partie des aliens. Dans le camp de Buckaroo Banzai, on retrouve un Jeff Goldblum totalement décérébré. Donc, c'est un joyeux bordel. Je vous donne pas le scénario, mais par exemple, il a servi beaucoup d'inspiration à beaucoup de gens et beaucoup de films de science-fiction après, parce que mine de rien, regardez la bande-annonce, regardez le look de Peter Weller et me dites pas que Matt Smith s'en est pas inspiré pour Doctor Who. D'accord. On fera ça. Vas-y, continue, je vais regarder ça. Ce film est aussi chroniqué sur Nanarland parce que beaucoup de gens le voient au premier degré, c'est-à-dire un nanar. Sauf que c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça parce qu'il explose tous les codes qu'il essaye de mettre en place. Mhm. Et Et D.W. Richter, il avait écrit deux films qui sont extrêmement connus dans leur genre. Le premier, c'est L'invasion des profanateurs de sépulture, alias Invasion of the Body Snatcher. Oh putain. La version des Oh. années 70 avec Leonard Nimoy et Donald Sutherland, réalisé par Don Siegel. Non, Don Siegel, c'est le premier, donc je sais plus qui a réalisé le deuxième, mais ça me reviendra.
Abel Ferrara, c'est le troisième. Ouais, non, je sais plus qui a réalisé le deuxième. Bref. Et l'autre film qu'il a écrit, c'est un film de John Carpenter, alias Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Oh yeah! Yeah, bitch! Donc, vous imaginez un mec qui écrit ça, réaliser un film comme Buckaroo Banzai. Oh, Les deux Ouais, films ont effectivement. une année d'écart, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de résumer l'histoire de Jack Burton, mais c'est l'histoire d'un routier qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve au milieu d'une histoire de magie chinoise à C'est ça. Chinatown, aux États-Unis, et qui doit aider son ami chinois à récupérer sa petite amie qui va devenir sa femme, alors qu'elle a été enlevée par un vieux sorcier qui veut l'épouser parce qu'elle a les yeux verts pour pouvoir à nouveau être humain. Non, c'est Voilà. ça, il y a de l'idée. Alors oui, c'est un scénario entre Spirou et Jackie Chan la série animée, euh, mais on est là-dessus. Euh, et sachant que John Carpenter n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a demandé à son pote Kurt Russell de jouer le rôle de Jack Burton, n'est-ce ça pas? reste pour moi un de mes films de chevet. Buckaroo Banzai est pas très loin derrière, mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai découvert Jack Burton en premier, je préfère Jack Burton à Buckaroo. Mais c'est de la folie douce, les deux films. Et je pense que ça peut faire une très bonne soirée de regarder Jack Burton d'abord et Buckaroo ensuite, ou l'inverse. Oh putain. Parce qu'on est dans la Alors, même thématique. pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de regarder des images du film, comme il disait. Je sais pas si ça va bien se voir. Effectivement, Bah il y a oui. de l'idée. Alors ça, c'est dans Bah la scène. Ça, c'est dans la scène de fin qui n'est pas vraiment une scène de fin. d'accord, Mais ouais, ouais, bah ouais, je ça fait comprends très. l'inspiration Matt Smith, ouais, effectivement. Ouais, le nœud Sachant pape, que le costume, euh, la forme des cheveux, on y est. Peter Weller, il va à fond dans Buckaroo Banzai. Parce que mine de rien, il doit jouer un neurochirurgien, il doit jouer une star du rock, il doit jouer un scientifique, et il doit jouer un aventurier. C'est un peu ce qu'a fait le Docteur dans la nouvelle saison, dans la nouvelle série Doctor Who, quoi. Il a fait tout ça Peut-être, déjà. peut-être. Et je trouve que Peter Weller ne se perd absolument pas dans le personnage. Je l'ai vu dans plein de films de science-fiction, plein de films barrés, et pas seulement dans Robocop, parce que bon, il y a l'affiche du Festin Nu, de Planète Hurlante, de plein de films comme ça, où j'ai toujours trouvé que c'était un acteur qui était sous-estimé. Buckaroo Banzai est un de ses premiers films qui a, entre guillemets, fait parler de lui, euh, mais j'ai toujours trouvé qu'il était jamais au bon endroit, qu'il avait jamais la notoriété qu'il aurait dû avoir, Peter Weller. Et il faut quand même voir ces films parce que ce soit Léviathan, qui n'est pas un sous-abysse, loin de là, Robocop et Robocop 2, qui sont qui sont des chefs-d'œuvre de la science-fiction, euh, ou Le Festin Nu, qui est quand même gros bordel. D'ailleurs, j'ai lu un truc sur le Festin Nu, ça m'a fait rire parce que l'adaptation française de Star Wars, le premier, a été écrit par un certain Eric Kahn. Donc c'est lui à qui on doit Dark Vador, Chic Tabac, le Faucon Millénaire et tout ce bordel, qui a été changé dans le deuxième film. Mais Eric Kahn, à la base, il était traducteur de livres et c'est lui qui a traduit le Festin Nu en français. Oh putain. Ah, d'accord, ouais. Livre qui n'a rien à voir avec le film parce que c'était impossible de l'adapter. Je vous en Mais parlerai peut-être un jour parce qu'il est là-haut, le livre. le film est à voir au moins une fois parce que c'est quand même un sacré bordel. Et Oui. Peter, mais pas seulement parce que c'est Peter Weller, mais Peter Weller est un élément essentiel de tous les films auxquels il joue parce que ça fait partie des rares acteurs où je ne verrai jamais personne à sa place dans les films. Il a vraiment des rôles sur mesure, même dans Planète Hurlante, qui est un film un peu bizarre, un peu une grosse série B, un peu bancale, mais voilà quoi. Bref, moi j'ai fini. Je vous ai, je pense, vous donné quelques idées, quelques envies, etc. Ouais, Ouais. effectivement. Je pense que je vais vous retrouver à travers la huitième dimension dans pas très longtemps. Ou à travers une jolie supernova. Je t'ai donné envie de regarder Supernova, tiens. Bah, je te rappelle que pendant que tu regardais le film, tu m'as envoyé un lien streaming pour le regarder. J'ai rematé un quart d'heure, je me suis barré. Oh, à ce point. Oui, bah, Non, mais parce que je me retrouve devant ce film, je fais, mais c'est quoi ce bordel? Je me dis, je vais quand même pas regarder ça. Je vais d'abord le laisser regarder, ensuite il me dira ce qu'il en pense et selon ce qu'il dit, d'accord.
Mais toi, tout à Ah, l'heure d'ailleurs, pour revenir sur Supernova, tu disais d'ailleurs que les scènes de cul sont pas si gratuites. Je suis désolé. La scène de la poire dans l'eau de vie, c'est une scène de cul gratos. non, c'est pas une C'est, scène gratos, c'est une c'est gratuit, métaphore. mec. Mais comment? Non, mais Le capitaine, il est mort. L'autre, il a de l'eau de vie, il propose d'en boire. D'accord, ok, c'est pour dessouler. Puis d'un coup, ils disent, tiens, comment on met la poire là-dedans? Ah bah c'est simple. On la plante sur l'arbre et ça pousse dedans. Et là, qu'est-ce que l'autre il dit? Et moi, je me pose une question, c'est comment on la sort? Il lui jette un regard de tous les diables. 2 secondes après, il y a un plan, ils sont en train de baiser. Me dis pas que c'est pas gratuit. non, mais c'est pas gratuit parce que comme non, mais qui aurait l'idée de lancer une scène de sexe avec un dialogue pareil? S'il n'y avait pas Tommy quelque chose, Wiseau. s'il y avait pas quelque chose derrière. Et la métaphore, les mots qui sont employés, justement le coup de la poire dans une bouteille, moi je ne vois qu'une métaphore de l'insémination. On se Peut-être. philosophie dans la Geekademy maintenant. Le Ouais. problème, c'est que le problème, c'est que à la limite, je serais passé dessus, je me serais pas posé la question si le film me ramenait pas constamment à ça, parce que entre Lou Diamond Phillips et sa copine qui baisse tout le temps juste parce qu'ils veulent avoir un gosse, donc ça fait déjà 2 preuves, C'est quand et la même la mort du deuxième scène du film. et la mort du personnage de Lou Diamond Phillips qui se retrouve propulsé sur la planète comme un spermatozoïde dans un ovule, honnêtement, il y a des choix scénaristiques, il y a des choix de cadre et il y a des choix qui sont passés par-dessus les coupes de montage. Et il y a vraiment un message autour de ça. C'est pas gratuit. Et je pense pas que James Spader aurait joué dans un film si c'était aussi gratuit. Et pourtant, Dieu sait que des films avec du sexe au premier plan, il en fait. Il Ah en a bah fait en oui. tout cas. Ah bah oui. Mais à chaque fois, dans tous les films où le sexe est au premier plan, que ce soit dans La Secrétaire, Sexe, mensonge et vidéo ou même Crash, tous les films, le sexe n'était jamais là juste pour du sexe. Il y avait toujours une intrigue qui amenait à ça. Et c'était toujours intelligemment fait. Et dans Supernova, ça aurait pu être super intelligemment fait. Et le problème, c'est que c'est pas juste cette intrigue, c'est tout le film qui aurait pu être super intelligemment fait. Et le problème, c'est qu'on verra jamais les rushs que Walter Hill a dû balancer, quoi. Super. Donc voilà. Donc regardez Supernova au moins une fois pour vous faire votre propre idée. D'accord. Oula! Oula. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de revenir au blanc? Ah, Moi, ça fait un moment que je suis comme ça, hein. Non, c'est bon, l'autre, c'est l'autre. à qui le tour? Ah, Steve, merci de t'être proposé, Steve. Tu fais chier. Bon, Hein. bah Steve va nous parler d'un film traumatisant et compliqué. J'ai bien résumé? Ouais. Un film que j'ai vu, que je lui ai dit, il faut pas que tu le vois, mais il l'a vu quand même. Oui, parce que ça fait quand même un moment que ce film, j'ai envie de le voir, qu'il est sur ma liste des trucs à voir. Même si je n'ai pas concrètement de liste de trucs à voir, mais ça en faisait partie. Ce film, c'est Johnny s'en va en guerre. Donc Hmm. juste pour résumer un peu ceux qui savent pas de quoi ça parle d'un jeune premier qui s'appelle Johnny et qui se dit je vais partir à la guerre. Jusqu'à présent, ça va, ça se tient. Oh, Comment tu définis jeune premier, toi? Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à né à 4 juillet. oh putain. Ah, je lui ai rappelé né à 4 juillet. Non mais je l'ai pas vu né un 4 juillet, mais on n'est pas loin du délire, je pense. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce bon vieux Johnny? Ce bon vieux Johnny se prend un obus. Malheureusement pour lui, il survit. Je dis bien malheureusement pour lui, il survit parce qu'il va se retrouver amputé de ses 2 bras, de ses 2 jambes. Il ne peut pas bouger, il est prisonnier de son corps et il ressent tout. Alors oui, et c'est déjà, première info, c'est la Première Guerre mondiale, et deuxièmement, il a plus de visage. Oui, entre autres. Et troisième info, mais c'est de l'anecdote, Metallica a fait une chanson qui parle de ce film. Probablement. Ça s'appelle One, c'est une des plus connues, donc. Euh, mais oui, il n'a pas de visage, mais on est très... Alors, pour le coup, on est très loin. Comme l'a dit Yann, c'est un film qui est très traumatisant.
Enfin, qui est pas trop, peut-être pas traumatisant, mais au moins il est marquant. Mais à l'inverse d'un film comme Requiem pour un massacre, celui-là est très pudique. C'est-à-dire que tu vas comprendre ce que je veux dire. Dans le sens où on lui, tu vois l'opération où on lui enlève les bras, on lui enlève les jambes, et quand on se rend compte qu'il a plus de visage et tout, mais tu ne vois jamais rien. Tu vois les médecins qui sont en train de faire des trucs, mais tout est dicté, enfin raconté par les pensées de Johnny, parce que du coup, on est plus ou moins avec lui coincé dans sa tête et il ressent tout, il te décrit tout. Il y a un moment où il est pas encore au courant qu'il a plus de visage, mais le moment où il se rend compte qu'il a plus de visage, quand il te décrit ce qu'il ressent dans son visage, c'est absolument atroce. Mm. Et du coup, ce pauvre Johnny, puisqu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler rien, les médecins doutent un peu qu'il soit en vie. Et du coup, se disent que quand il bouge, ça doit être des spasmes. Donc, comment on traite un spasme? Avec un sédatif. Du coup, il se Ouais. retrouve souvent sous piqûre, sous sédatif. Et il rêve, et c'est à la fois atroce, parce que du coup, vu qu'il est bougé, vu qu'il est bloqué, ah bah, tu ressens toutes les peurs qu'il peut avoir. Il fait des cauchemars. J'ai pas envie de faire ce genre de cauchemar. Non, mais parce que en plus, il a eu des soucis avec son père. Il a une meuf ils sont les deux là, ils sont beaucoup trop mignons. Putain, il y a une scène. je- c'est l'une des premières scènes du film. Oui, voilà, Arrête de te faire du mal. oui, voilà, c'est ce con de film là. Voilà, ça c'est Arrête de te Johnny. faire du mal. Arrête de te faire du mal, Steve, c'est bon, on a compris. J'ai pas fini ce que je voulais dire. Oui, mais arrête de te faire du mal quand même. J'ai pas fini ce que je voulais dire. Il faut que je parle de cette scène où il est avec sa petite copine et en plus les deux ils s'aiment à mort, ils sont à deux doigts de coucher ensemble mais vu qu'ils sont timides et qu'ils sont très mignons, faut pas le dire. Enfin, s'il faut le dire, ils sont très mignons. Mais là, ils ont une scène au début du film avant que l'autre il parte à la guerre qui est beaucoup trop mignonne parce qu'ils sont tous les deux timides. Elle enfile son pyjama mais elle veut pas qu'il le voit. Du coup, ça se fait dans la pénombre et tout. Et plus tard, le mec il se met à cauchemarder du fait qu'elle l'abandonne parce que évidemment parce il est paraplégique, il est handicapé, il peut plus bouger. Il perd la notion du temps, donc au bout d'un moment, tu te dis, mais ça fait combien de temps qu'il est dans cet état-là? L'autre, qu'est-ce qu'elle est devenue, sa petite copine? Il cauchemarde là-dessus et tout. Donc voilà. Non, dans la continuité, on parle de la scène finale de Requiem for a Dream, pardon. Non, Donc, est-ce Oh. que je vous recommanderais le visionnage de ce film? Oui, parce que ça reste quand même une expérience, mais accrochez-vous. bah, c'est un film de Dalton Trumbo déjà, qui est pas n'importe qui. C'est un Oui. peu l'un des scénaristes les plus blacklistés de l'histoire du cinéma américain, vu qu'il était sur la liste noire de McCarthy. Et qui s'est battu, et qu'on s'est battu pour lui, pour qu'il soit au générique des films, notamment Kirk Douglas pour Spartacus. Et Timothy Bottoms, qui joue le rôle principal du film, a quand même une carrière où on voit son visage. Mais forcément, à cause du concept du film, c'était un peu plus difficile que ça de s'imaginer qui il est, mais on l'a vu notamment dans Retour de la rivière Kwai, on l'a vu dans L'invasion vient de Mars de Toby Hooper, on l'a vu dans Elephant de Gus Van Sant, et on l'a vu également dans L'homme au masque de fer, en 98, avec Leonardo DiCaprio. Entre autres. Euh... Ça, c'est ses films les plus connus, hein, mine de rien. On l'a vu aussi dans la dernière séance de Peter Bogdanovich, la même année que Johnny s'en va en guerre. C'est pour ça que j'avais dit à Steve de pas le regarder, hein, mais... Mais tu sais bien que toi, dès que tu me dis, ouais, mais regarde pas ce film, mec, tu vas pas t'en sortir, il va te faire mal, j'y vais. Et puis en plus, Ouais, et c'est pas bien. et puis en plus, je le rappelle, ça faisait un moment que j'avais envie de le voir ce compte film parce que j'en avais entendu parler plein de fois. Je me suis dit, Ouais, ouais, mais toi, au faut que moins, je, tu, faut que je toi, au vois moins, ce. tu l'as pas vu à 2 heures du matin.
Mec, Moi, je l'ai vu à 2h du mat, ce film. ouais, bah, comment tu veux dormir après? Mais Requiem pour un massacre, je l'ai vu à 2 heures du matin. Oui, bah, on en parlera une autre fois. Non, on n'en parlera pas du tout. On va laisser la parole à Flo. Vas-y, Flo. C'est- Alors, Parle-nous moi, du je... dernier film de cul que tu as vu, s'il te plaît. Il y avait beaucoup Alors, de c'est un failles. film réalisé par Gaspard Noé. Yes! Non, pardon, plus son Non. nom. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, c'est à moitié vrai. Oh. Le dernier film enfin, de cul, c'est même pas de cul, mais de Gaspard Noé que j'ai vu, c'est Climax. Il est bon. Simon pourrait témoigner s'il était là. T'en parles à chaque émission. Bah, il est bien, c'est pour ça. Bref, moi cette semaine, enfin depuis dimanche dernier, j'ai vu 5 trucs que j'ai notés à côté de moi sur ma petite liste, et histoire de meubler un peu, de rendre ça un peu plus joyeux que ce qu'on vient de dire, j'ai présenté ça sous la forme d'un top 5 de ce que j'ai trouvé le moins bon jusqu'à ce que j'ai trouvé le plus bon. Voilà. Ok. C'est bon, Steve, on t'a pas trop perdu? Ah, c'est parfait! Ça va! Continue, Alors. continue, Flo. Ah non, non, mais je vais continuer, t'inquiète, je vais pas m'arrêter. Alors, en 5e position de ce que j'ai vu cette semaine, vous allez me dire, allez, c'est que 5e, mais j'ai Oh oui. classé parce que c'est pour moi une espèce de court moyen métrage. Là, enfin, on en parlait la semaine dernière, la vidéo des 11 ans du joueur du grenier. Ah bah Ouais! quand Bien! même. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt! Ah, quand Bien, même. mon gars! Et je l'ai Alors, regardé 2 fois. et je l'ai regardé 3 fois même. À chaque visionnage, je repérais des nouvelles vannes, c'était génial. Bah Non, bah oui. voilà, alors je vous le dis, pour chaque film, pour chaque truc, j'ai essayé de trouver des points positifs et des points négatifs pour que, comme dirait l'autre, aiguiser mon esprit critique. On va dire ça comme ça. Oula. Mais qu'il est équilibré, ce garçon. Ouais, t'as vu ça, c'est beau. Donc, Waouh. dans les points positifs de la vidéo, bien sûr, c'est le joueur du grenier, donc il y a la passion du domaine vidéo ludique, et c'est bien parce que tu sens que le mec est passionné, ça fait 11 ans qu'il fait ça, il est à fond dans ce qu'il fait, ça, y a pas de problème. C'est Et pour le coup de T'es moi en qui me train de me rappelle, faire une critique du DG, là. pour le coup de moi qui me rappelle quand j'ai découvert à l'époque le voir débarquer avec un truc pareil, ça m'a foutu de ces frissons d'enculé, mon gars. tu m'étonnes. Et Ouais, moi, voilà, ça donc pareil, m'avait... dans... Hmm. Moi, je sais Ah, pas, lui, bon. ça m'a laissé un peu inerte. Mais il y J'ai a un bien peu aimé, de, hein, mais... il y a un peu de ça dans ce que je vais dire ensuite, mais pareil dans les points positifs, bon, tu as tous les divers personnages que tu as vus au fil des années qui reviennent quasiment tous. Il y en Oui, a beaucoup en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé certains caméos aussi qui m'ont beaucoup fait rire, du genre les personnes face à qui ils se retrouvent avant de traverser le pont, notamment oui. celui qui est au milieu. Voilà, Bah, pour pas trop spoiler. on le dit ou pas? Ouais, bah oui, c'est le visiteur du futur, voilà, point. Mais tu vois, pardon, j'ai oublié comment il s'appelait, Florent Dorin, voilà. Mais c'est un bonheur de le voir, lui, tu t'y attends pas du tout, en plus, contrairement Qui a à pris un Jules qui est à côté, énorme, tu dirais que ouais, voilà, mais Florent Dorin, quoi, qui a putain, pris c'est un un bonheur. énorme coup de vieux, hein, soit dit en passant, hein. Que Il a pris quoi? un énorme coup de vieux, hein, Florent Dorin, hein. Bon. Alors, Florent Dorin, soit dit en passant, si vous ne connaissez pas, il joue vachement bien de la guitare et il chante vachement bien. Donc, renseignez-vous sur sa discographie, c'est super bien. Bref. Par contre, dans les quelques points négatifs que j'ai trouvé à la vidéo, parce qu'il y en a quand même, et des vrais, hein, j'ai pas été fouillé à fond, pour moi, il a, mais un peu, je suis un peu tatillon là-dessus, mais le sketch d'intro pour NordVPN, j'ai 2 problèmes avec ce sketch. Déjà, c'est un sketch d'intro pour NordVPN, et on en voit beaucoup trop sur Internet, soit dit en passant. Ça, je sais pas si c'est moi qui ai l'habitude de mater beaucoup de gens sur YouTube qui font des trucs pour NordVPN, ou si c'est, enfin, justement, voilà, l'accumulation. Mais je sais pas, j'ai un Une peu fois avec ça, ce on va sketch. en faire. Bon, bah, peut-être, on verra bien. Et je le trouve beaucoup moins bon que d'autres sketchs qu'il a fait auparavant pour NordVPN. Et c'était dommage de voir commencer par ce qui est pour moi un sketch moyen au début de la vidéo des 11 ans. Je trouvais ça un peu dommage. Et un vrai point négatif que j'ai à reprocher par contre à cette vidéo pour moi, et lui, j'ai pas bien été le chercher loin, mater sur toutes les scènes qui se passent en forêt, l'éclairage, il est dégueulasse. Vraiment. Putain, J'ai trouvé. j'ai pas fait gaffe. Mec, Ah non, t'as je déjà trouve tourné que. dans une forêt? Non, j'ai pas envie. Bah, je peux te dire que c'est un cauchemar. Mais j'imagine bien, mais là, ça fait vraiment. C'est D'ailleurs, vrai. je me demande si ça n'a pas été fait comme ça, mais ça fait vraiment tournage en studio avec fond vert.
Ah, ça m'a un peu gêné sur ces scènes-là, C'est vrai, je veux dire. c'est vrai que t'as tourné en forêt, toi. Ah oui, plusieurs Il fois a même. tourné, il a tourné de partout, t'inquiète, j'ai des dossiers pour la semaine prochaine, il a tourné de partout. Oh, oh, Voilà, bref. yes. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, la semaine prochaine, Oui. on tease vite fait, Non, ta gueule! la semaine prochaine, c'est juste l'anniversaire de Yann. Bah, Donc un ça jour va être près, une c'est le émission. lendemain, logiquement. Ouais, Oui, et ça porte malheur de se faire souhaiter son anniversaire la veille. Mais non, mais on te tu l'a pas verras. souhaité. Pas encore. Pas encore. On n'a jamais dit qu'on te le souhaitera. Bah oui. Alléluia. Bref, donc ça, c'était pour mon numéro 5. Mon numéro 4, qui est un truc, alors mon avis, vous ne connaissez pas, je suppose. C'est une série qui s'appelle Paranormal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ma mère est en train de le regarder sur Netflix. Ah, c'est vrai? Bon. Elle a bon goût. Non, Yann, tu l'as pas maté, toi? Au hasard? C'est quoi Netflix? L'autre qui a mes codes Netflix pour accéder à mon compte, il me fait c'est quoi Netflix, quoi? Ah, c'était la Bah, meilleure répartie dans la situation, tu m'excuseras. qui est con. Bref, Paranormal, c'est une série égyptienne fantastique. Qui se passe, alors si je dis pas de bêtises, parce que j'ai peur d'en dire une, mais pendant la guerre qui oppose l'Égypte, je sais plus trop quel pays, je suis très nul en histoire, désolé. Bref, on s'en fout un peu. Israël. L'histoire de base est celle, hein, On t'en voudra pas. Israël. merci. L'histoire de base, c'est celle d'un homme qui est médecin, qui a affaire au cours de sa vie plusieurs fois, on le voit notamment à travers des flashbacks au surnaturel, mais lui, c'est même pas, il y croit pas, c'est carrément qu'il est contre l'idée. C'est-à-dire que le personnage est très... Non mais alors, faut dire un truc, ce personnage, déjà, il a la gueule, l'acteur a la gueule de l'emploi, je trouve, mais d'une force hallucinante. Et pour chaque événement qui lui arrive, c'est notamment valable sur le début de la série, un peu moins vers la fin, vers la suite, il trouve une explication à chaque événement qui lui arrive. Et évidemment, elles sont fausses en plus, ces explications, il vit vraiment des événements surnaturels, mais c'est... j'aime beaucoup cette série. Alors, je vous le dis, elle est très courte à regarder. Il y a une saison, je crois pour l'instant, de 6 épisodes uniquement. J'en suis au troisième. J'ai fini le troisième il y a quelques jours. Mhm. Et je trouve ça vachement bien pour l'instant. Parce que on a affaire à, comment dire, à une autre... comment je pourrais expliquer ça? On est sur un autre repère spatio-temporel, en fait. C'est-à-dire que c'est quand je parle de l'espace, bon, ça se passe en Égypte, donc c'est une autre culture, tout ce qui est la culture arabe, notamment au travers du surnaturel. J'avais sur ma page Facebook, j'avais fait la pub la semaine dernière. J'avais vu un film qui s'appelait Under the Shadow, qui se passe pendant la guerre Iran-Irak, et pareil, c'est toute une autre culture dont on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des films, notamment films ou séries d'horreur Mhm. ou fantastiques pour le coup. Donc je trouve ça très intéressant à étudier et à regarder. Mais voilà, c'est un truc voilà, et qui présente beaucoup de choses très intéressantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Pour citer quand même deux petits points négatifs que j'ai trouvé à cette série, le perso principal, je disais qu'il était très marqué sur son entêtement, mais ça en fait aussi un point négatif parce qu'à un moment, tu as juste envie de le rentrer dans la série, de le secouer, de lui foutre des baffes en disant mais tu vois pas, nom de Dieu, ce qui t'arrive. Quoi. Il devient un peu casse-couille au bout d'un moment, je dois l'avouer. Et t'en es qu'à Et l'épisode 3. j'en suis qu'à l'épisode 3, c'est ça qui est hallucinant. Et j'ai un... Ah si, autre point positif, je vais venir tout de suite. Il y a parfois certains plans dans cette série, on dirait des véritables tableaux dans la façon dont ils sont construits. C'est-à-dire, vous avez un... Ça aurait pu être peint par un peintre, vraiment. Et je trouve ça très, très beau. Et autre point négatif, j'y reviens du coup, c'est les effets spéciaux font un peu dégueulasse sur certaines scènes. Ouais. Je pense notamment à l'épisode que je viens de terminer il y a quelques jours, là où ils ont affaire à une espèce de créature qui leur court après, en fait. C'est un peu moche. Je suis désolé, mais le reste est bien dans l'ensemble, mais ça, c'est un peu moche. Mais sinon, voilà, c'est quand même une série que je conseille parce que voilà, ça fait vivre et réfléchir sur des trucs sur lesquels on n'a pas l'habitude. D'accord. Donc voilà. Ça, c'était mon numéro 4. Alors, numéro 3, on va changer totalement d'univers. C'est pas un film, c'est pas une série, c'est un spectacle comique. Parce que j'ai craqué à un moment donné. Et c'est sur Netflix, je précise tout de suite. Il y a quelques années, j'en avais maté quelques-unes, des vidéos d'un humoriste américain, pour le coup, qui a une particularité, et vous allez comprendre très vite, à mon avis, de qui je veux parler, c'est qu'il a tout le temps des marionnettes à côté de lui qui fait parler. Oh. Mesdames et messieurs, le spectacle, pardon, pour le coup, s'appelle Jeff Dunham Beside Himself.
Et ça faisait très longtemps que j'avais pas maté des vidéos de Jeff Dunham et ce mec est toujours aussi bon. Je crois que ce spectacle il date d'il y a quelques années seulement parce que vu il fait beaucoup de références à l'administration Trump dans le spectacle. Donc bah, ça peut pas dater de il est trop vieux non plus. Et c'est toujours très drôle à mater. Je veux dire, il a un humour ce mec, mais j'aime beaucoup. Même si ça fait un petit point négatif, il y a beaucoup de blagues évidemment qui sont très américaines, certains trucs que tu captes pas Ah forcément, bah oui. ce qui est un peu dommage. Mais sinon, voilà, il a un humour, je trouve, qui est très bien, et il est doué, en plus, faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire être ventriloque et arriver à faire parler des marionnettes, faut le faire, quoi. Euh, et voilà, il est quand même supérieur au Jeff Panaclock qu'on a en France, je trouve. Voilà, c'est dit. Attends, avant que tu continues, il y a un truc qui m'a toujours fait rire avec ce mec, c'est qu'il est en tournée en Europe, Ah, il est en peut-être. tournée en Espagne, il est en tournée en Italie, il est tourné dans les pays scandinaves, en Angleterre, etc. Mais la France a jamais voulu de lui. C'est con, hein, putain. Les Français savent pas qui il est parce qu'il a des dates nulle part en France, alors qu'il fait des tournées en Europe, quoi. Et c'est très con. C'est parce que Pourtant, on le connaît de plus en plus grâce à Internet. Moi, je connais tous ses sketchs sur Ahmed, peut-être terrorist. Ah ouais, bien sûr. Akalio! Silence! I kill you! Voilà. C'est très marrant dans ce spectacle, d'ailleurs, c'est très marrant parce que Ahmed, au début, il veut pas. Ahmed, mais c'est comme ça qu'il le dit, Ahmed, au début, il veut pas prononcer cette phrase, il fait silence! Non, je le dirai pas. Et il met 15 minutes à prononcer la phrase et ça fait durer. Et il y a des. Enfin, c'est drôle. Il y a des marionnettes, moi, que j'avais oublié carrément. Il y a genre Walter, c'est le vieux qui est tout le temps en. Bah, c'était sa C'est- toute première marionnette, je crois. Ah, peut-être, ouais, je sais pas, effectivement. Et il y a Mais, Jalapeno on the Stick. ah, bien sûr qu'il y est. José El Jalapeno. Si, señor. Si. Un petit point négatif que j'ai à reprocher à ce spectacle, quand même, c'est que je le trouve trop court. Il fait 1h10, je crois, ou un peu plus de 1h10. On dirait les concerts de System of a Down que j'allais voir avec Yann. Quoi. Il est assez court. Et qu'est-ce que j'ai noté un truc, j'arrive pas à me relire, donc on va dire qu'on s'en fout. Mais voilà, je vous le conseille, Jeff Dunham, Beside Himself, c'est sur Netflix, à mater. Alors, le numéro 2, le suivant. On l'avait... Oula! Ouais, parce que là, on s'attaque à un truc, là. On l'avait, on va dire, je l'avais un peu évoqué la semaine dernière. Je dis bien un peu. Parce que j'ai évoqué un autre film de cette franchise, mais pas le film. Steve, revient sur ta chaise. Non, non, mais je me prépare en fait. C'est pas un film d'horreur, hein, t'inquiète, tu peux revenir. Ouais? C'est même un film pour enfants, d'ailleurs. Donc tu peux revenir. Oh, c'est encore pire. Il a regardé le film. La semaine dernière, sur le quiz que j'avais fait, j'avais évoqué le fait qu'actuellement sur Netflix, il y avait un troisième film Bob l'éponge. Mais s'il y a un troisième film, c'est bien qu'il y en a eu deux avant. Ouais? Ouais. Et donc j'ai Pas maté bon, le hein. premier film Bob l'éponge. Et c'est drôle. Et je suis désolé, c'est drôle. C'est Bah con, mais oui. c'est drôle. Le premier film Bob l'éponge, il est vachement bien. Ah, il est très bien, mais ça- Il a carrément été oublié, mais il est vachement bien. mais ouais. J'envoie du temps que j'y suis une petite dédicace à Pierre parce que sur ce film-là, et ça remonte à il y a quelques années, on avait une vanne qu'on avait inclus dans une émission qui était faite par Yann d'ailleurs. C'est la moustache avec la salade. Parce que à une époque, dans une autre vie, sur une autre chaîne YouTube, on testait des jeux vidéo. On avait testé un jeu vidéo d'horreur qui s'appelait SCP. Si ça te dit quelque chose, je suppose, parce que Yann, pendant qu'on testait le jeu vidéo, il était planqué sous la table où il y avait l'ordinateur. Bref. Bah, j'étais Mais je pas commence à planqué. balancer des dossiers maintenant parce que j'en ai trop pour la semaine prochaine. Il faut bien que je commence à en balancer Ouais, maintenant. faut quand même préciser que j'étais pas planqué, c'est que j'étais coincé. Si je me levais, Si. passe caméra. Bref, et tout ça pour dire que vu que Pierre flippait un peu quand même quand on testait le jeu, il faut dire qu'il nous avait enfermés dans sa chambre dans le noir, l'autre en même temps. Il se mettait à chanter une chanson qu'il y a dans le film Bob l'éponge. En avant, promotion, en avant. Il s'est mis à chanter ça pendant 5 minutes. Je comprenais pas à l'époque, je l'avais pas vu, et maintenant j'ai vu et je comprends. Me Bref. voilà. Promotion. Oui. Me Et voilà. non, non, Promotion. dans le casting vocal français du film, il y a Nikos Aliagas. Oui, un des méchants du film est doublé par Nikos Aliagas. C'est hallucinant, rien qu'à dire ça comme ça. Quoi.
C'est Denis, c'est le biker, je te vois réfléchir, Steve. Ah! C'est Nikos Aliagas qui le double, je trouve ça Ah, hallucinant. une vraie moustache, ça ressemble à ça. C'est une sirène, Et la dernière fois que je l'ai vu dans un film d'animation, il s'appelait Nika Saliagos. Et c'était dans Ratchet Clank le film. Oh merde, Oh oh merde. merde, oh oui. Mais bon, ben voilà, tout ça pour dire que Bob l'éponge, le film, c'est très fidèle au dessin animé qu'on connaît tous qui passait sur TF1, je crois. Faut dire en même temps, ça, le film, la série et le film ont été réalisés par la même personne. C'est-à-dire que c'est le réel du film, c'est le réel de la série aussi. Donc Oui, il connaît bien son vivant, quoi. qui est décédé Je- malheureusement. oui, c'est vrai. Je rappelle, pour info, je l'avais dit la semaine dernière, mais cette anecdote me fait toujours rire. C'est quand même le mec qui a étudié la faune sous-marine avant de s'attaquer à faire Bob l'éponge. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Voilà. Et autre avantage de ce film, alors je connais pas par cœur la série, mais il nous a introduit de nouveaux personnages qui ont parfaitement bien leur place dans l'univers Bob l'éponge. On parlait à l'instant du biker qui s'appelle Denis, je crois, dans le film. Il y a le roi Neptune, il y a sa fille, et il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les évoquer. Les monstres que Bob l'éponge et Patrick Oui. croisent à un moment donné, qui me font beaucoup rire. C'est une scène absolument Ah, merveilleuse. très chantante, on va dire ça comme Ouais, ça. on est des hommes. Bon. Si j'ai deux petits points négatifs à reprocher quand même, parce qu'il fallait bien les trouver, le scénario est un peu basique, mais en même temps la série l'était, donc on va pas grand chose à lui reprocher à ce niveau-là. Et de même pour l'humour. Et dans un sens très fidèle à la série, mais c'est aussi, ça en fait à la fois pour moi un point positif et un point négatif, pardon. Oui, enfin, en Oui, même temps, t'allais dire, il y a... le film n'est pas adressé à des adultes. Le, le première cible de visionnage de Bob l'éponge, c'est les 6-12 ans. Hein. Je m'en fous. Moi, j'aime bien parce que je comprends des références que je comprenais pas à l'époque, ce qui fait qu'il y a un autre niveau de lecture, mais la base de Bob l'éponge, c'est quand même tout jeune, quoi. Ah bah, c'est quand même dans ce film-là, Bob l'éponge finit bourré avec Patrick dans un bar. Hein. Ça, c'est déjà... Oui, En même temps, quand on Et voit qui est au casting vocal de Bob l'éponge en anglais, on comprend que c'est tout de suite beaucoup plus sérieux. alors, pour info, d'ailleurs, le film, je l'ai maté en VO, soit dit en passant. Je l'ai même pas maté en VF, pour le coup. J'avais ah, zappé. Ouais. Mais c'est un truc que j'avais déjà dit une fois dans une Geek Academy, je crois. C'est que je mate d'abord un film en VO. Si je l'ai bien aimé, après, je le remate en VF derrière. peut-être que tu l'avais dit, ouais. Mais alors ça Ouais, devait ça dit. être Ouais, peut-être dans le une autre premier, vie. Ouais, le premier confinement, je pense. ouais, la saison 1. Rematez la saison 1. C'est quand j'étais pas là. Eh oui. Tu Eh défends, oui. quoi. Et donc, du coup, si ça c'était le numéro 2, c'est bien qu'il y ait un numéro 1. Alors, le numéro 1, on va complètement changer d'univers. C'est un film. Et ça n'a rien à voir avec Bob l'éponge. Dans la semaine, j'ai maté plusieurs vidéos de youtubeurs, on va dire. Par exemple, pour l'anecdote, on en parlait, je crois, la semaine dernière en off. Je sais plus si c'était pendant l'émission, mais par exemple, Brigitte Lecordier qui teste le jeu Kakarot avec Fox et son acolyte. Ou Ouais. enfin plein d'autres. Et j'ai maté un youtubeur que je suis beaucoup, qui est Links the Sun, a sorti, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, une analyse, un 50-50, pardon, sur le film Shining de Stanley Kubrick. Ouais, je l'ai pas regardé. Il est bien. Il analyse beaucoup de trucs et je trouve ça, pour la plupart du temps, je trouve ça assez pertinent. Donc c'est pas Mhm. mal. Ce film-là, je l'ai déjà vu beaucoup de fois. Je vais pas le remater parce que surtout je l'ai rematé il y a pas très longtemps pour les besoins de ce que je fais sur ma page Facebook. Et par contre, il y a un autre film que j'ai pas maté, c'est sa suite, c'est Doctor Sleep. Oui. Et Doctor Sleep, eh ben c'est bon, c'est un bon film. Voilà, c'est Oui. dit. Ciao. C'est un peu bancal, Dr. Sleep. Hein. Alors, mais c'est comme tout, il y a du très bon et du moins bon. Dans le moins bon, je vais le faire maintenant. Je trouve que le film est très long à démarrer. C'est un début très très long, un peu trop. Oui, il reste Euh, à la fin. et autre point négatif, c'est pas forcément Ewan McGregor que j'aurais vu dans le rôle principal. Je sais pas trop qui, mais il y a, je sais Johnny pas, Depp. non, non, je veux pas caser Johnny Depp de partout, arrête. Non, mais je suis sûr qu'il y aurait eu mieux. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver meilleur casting que Ewan McGregor. Mais il s'en sort très bien, mais on aurait pu quand même faire Oui, mieux. enfin, en Bref, mais même si, temps, faire ce film, c'était. bah c'est un pari, quoi. Et par contre, dans les gros points positifs que je trouve, et c'est vraiment un truc que je commence à beaucoup apprécier au fil de mes visionnages, c'est le style qu'a le réal Mike Flanagan.
C'est quand même le mec qui est à origine pardon, de The Haunting of Hill House et Bly Manor, Oui, déjà. c'est quand même bien de le Bon, préciser, ouais. c'est ça. Bon, il a aussi fait Jesse, qui est aussi sur Netflix, une autre adaptation de Stephen King que je trouve toute pétée pour le coup, donc ça j'en parlerai pas, je vais être vulgaire sinon. Et oui, j'adore. Et par contre, anecdote que j'ai apprise en allant faire des petites recherches sur Doctor Sleep, c'est que, forcément avec une telle suite, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui en ont entendu parler, il y a beaucoup de références qui sont faites à Shining de Stanley Kubrick et de Stephen King directement, soit dit en passant. Et je spoil pas grand chose, parce que je crois que c'est dans la bande-annonce, ou alors je vais faire très bref. À un moment donné, il se rend à l'hôtel Overlook, qui est le centre du film de Shining. Oui. C'est surtout valable sur la fin, c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Et truc qui est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a de nombreux plans iconiques de Shining qui sont repris dans Doctor Sleep, notamment les ascenseurs qui ont leurs règles, hein, comme j'aime bien l'appeler, c'est toujours très poétique. C'est Et pas comme ça que Monsieur Burns présente l'hôtel dans le Shining, d'ailleurs. voilà, c'est peut-être ça, ouais. Il y a des chances. Les ascenseurs ont leurs règles 3 fois par mois. Ouais. Tout ça pour dire que de tous les plans du film qui font référence au Shining de Stanley Kubrick, il n'y a que le plan des ascenseurs qui vient du film de Stanley Kubrick directement. Tous les autres plans ont été recréés, ont été tournés véritablement par les équipes de Mike Flanagan et je trouve ça fabuleux parce qu'il y a vraiment des trucs, on dirait que c'est issu du film de Stanley Kubrick. Donc je trouve qu'il y a un travail de reconstitution dans ce film qui est génial et qui fait vraiment la force du film. Ça développe toute une autre intrigue, à base de, notamment, pour résumer très très vite le film, d'une autre personne qui a le Shining à part le personnage principal. Il rencontre des personnes qui essayent de les arrêter, on va dire des ennemis qui ont des pouvoirs supérieurs dans l'idée. Et voilà, le style Mike Flanagan, le fait que voilà, ça essaye de suivre les traces de Stanley Kubrick en créant ses propres traces. Voilà, c'est un film que je recommande pour le coup. Donc si j'ai bien compris, avec ce deuxième film, on a le droit à une extension de l'univers. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Non, en fait, Ouais. dit comme ça a l'air un peu dégueulasse. Sauf que, C'est... Vas-y, oui, ouais, fini. pardon. Non, fini. Ouais, dit comme ça a l'air un peu dégueulasse, effectivement, mais en fait, ça explore des pistes que je trouve assez intéressantes, pas forcément très subtiles, parfois pas forcément très bien exploitées sur certains moments du film, mais c'est quand même un film à voir, voilà, pour prolonger le plaisir que procure Shining, parce que voilà, Shining, à chaque fois que tu le mates, tu découvres un nouveau truc, tu redécouvres le plaisir que tu as en matant ce film. Doctor Sleep, je pense qu'il y a des chances que ça soit pareil dans les années à venir en ce qui me concerne. Ok, Il n'arrivera jamais à la hauteur du film de Stanley Kubrick, on est d'accord, de très très loin, mais il développe d'autres choses qui sont très intéressantes, je trouve. Voilà, ok. macaron. Macaron. Ok. Si c'est pour... je vais revenir 30 secondes sur Doctor Sleep parce que moi aussi je l'ai vu. Ah, Et je t'écoute. oh mon Dieu, mais quel cauchemar ce film. Il a dès la première scène, il a le cul entre deux chaises parce il se veut la suite du bouquin original, donc de Stephen King, en reprenant ce que Stephen King a fait. Bah, par exemple, l'existence même du personnage d'Ewan McGregor tient à la fin du film de Stephen King et pas vraiment au film de Stanley Kubrick au final. Parce que si on en suit le film de Kubrick, il n'y a aucune raison qu'il y ait une suite à quoi que ce soit. Et donc, il est entre le cul entre deux chaises, entre je veux atteindre un minimum et essayer de faire comprendre aux gens que je fais une suite ou au moins un hommage au film de Kubrick. Et pour moi, c'est la partie la plus foirée du film et la plus casse-gueule. Et en même temps, je suis la suite. Je suis l'adaptation de la suite de Shining, le livre. Hmm. Ben, Alors, je tiens à préciser que dans ma bibliothèque, j'ai les deux. J'ai Shining, que j'avais lu en entier quand j'étais à la fac à une époque. Et j'ai aussi Doctor Sleep que j'ai pas lu pour le coup. Mais il paraît que. Enfin, c'est vrai que sur certains moments, tu te dis, mais pourquoi avoir fait ça, quoi, effectivement. Je sais pas ce que ça donne, ça trouve le bouquin est très bien, mais. Voilà. Il y avait un choix à faire en tant que réalisateur, c'est soit on joue à fond la carte Kubrick et on dit on va faire une suite au film de Stanley Kubrick. C'est pas une bonne idée, ça aurait été dégueulasse comme idée, je trouve. C'est pas le seul qui l'a fait. Il y a d'autres réalisateurs qui ont fait des suites à des films de Kubrick ou des remakes et ils s'en sortaient honorablement, pourquoi pas. Ou alors,
on suit l'autre carte, c'est-à-dire l'adaptation de Doctor Sleep. Et sachant que Shining avait déjà aussi été adapté à la sauce King et que c'était dégueulasse, ça pouvait que foirer. Donc, faire les deux en même temps, c'était casse-gueule et pour moi, ça marche absolument pas. Ouais. Déjà, J'essayerai peut-être un jour de lire le livre et de dire si c'est fidèle ou pas, si ça vaut le coup. déjà parce que, bah, moi, le bouquin de Kubrick, enfin, le bouquin de King et King en lui-même, j'aime pas son univers. Mais Mhm. ça, c'est moi. Je dis pas que j'aime pas, je dis pas que c'est mauvais, je dis que j'aime pas. Et encore une fois, pour moi, le film de Kubrick est un sommet inattaquable et surtout qui n'appelle rien d'autre que le film de Kubrick, sachant que pour moi, la fin du film de Kubrick est quand même extrêmement fermée. Et moi, ça, en tant que spectateur, ça me suffisait largement. Et Alors, quand j'ai vu apparaître... Vas-y, vas-y, non, vas-y. vas-y, finis, pardon, vas-y. Quand j'ai vu apparaître le projet de Flanagan, qui est un réalisateur que j'adore, parce que bon, The Haunting of Hill House, rien que ça, euh, j'ai vu ça, on me dit, ok, bon, ok, tu veux adapter le bouquin qui est la suite de Shining. Bouquin que, mine de rien, les gens connaissent mal, parce que les gens ont le film de Kubrick en tête, et le film de Kubrick n'est pas une adaptation de Stephen King, loin Oui, de je suis là. d'accord. Mhm. Et le problème, c'est que pourquoi adapter une suite d'un film enfin, pourquoi adapter en film la suite d'un livre que personne connaît, en fait? Bon. Pourquoi ne pas reposer les bases, quitte à faire un Doctor Sleep, pourquoi ne pas reposer les bases de ce qu'est le Shining de King et faire une suite cohérente à ça? Quitte à faire comme dans Evil Dead 2, c'est-à-dire rusher un résumé volontairement pour pouvoir mieux poser ses bases derrière, plutôt que se dire, bon, je suis un peu la suite de l'un, un peu la suite de l'autre et on va voir. Et au Ouais, mais final, tout ce que tu le film compares pas essaye Evil d'apporter. Dead 2 et Doctor Sleep aussi en même temps. Je compare un procédé scénaristique là. Je compare pas deux films. C'est pas vraiment comparable. Je suis bien d'accord. Mais quitte à faire ça, autant reposer les bases de ce qu'est le Shining littéraire que les gens connaissent au final pas vraiment, pour faire une suite, pour faire une suite moins bancale. D'accord. Pour faire une suite moins bancale et une vraie suite pour le coup, et une adaptation fidèle du bouquin de King, et à faire quelque chose de cohérent, plutôt qu'essayer d'être en même temps la suite de l'un et la suite de l'autre, et au final se foirer lamentablement. Parce qu'en fait, tout ce que le film essaye d'apporter en tant qu'adaptation littéraire bousille tout ce que le film, tout ce que Kubrick avait apporté dans son film. Alors que Ah par ouais. exemple des films comme 2010, l'année du premier contact, sont des suites concrètes du travail de Kubrick et ça fonctionnait. Hmm, Je l'ai Et pas par vu exemple celui-là. Vois-le. Le Lolita, Ok. voilà, parce que pour moi 2010 est supérieur à 2001. Oh, oula. Mais Sachant que, tu comprendras pourquoi. sachant, on va parler 30 secondes de 2001, mais 2001 et 2010, 2001 ont été travaillés en même moment que ce soit le livre ou le film, Ouais, donc Hmm. l'un n'est pas l'adaptation de l'autre. Par contre, 2010, le film est l'adaptation du livre 2010. Et c'est là où tout le parti pris est différent. Et l'équilibre entre adaptation littéraire et suite cinématographique est vachement respecté par Peter Helms. Et c'est là où je trouve que Doctor Sleep parce que c'est pas vraiment une suite littéraire, c'est pas vraiment une suite cinématographique, donc ça part un peu dans tous les sens. Et j'ai vraiment du mal. Mais il y a d'autres réalisateurs comme Adrian Lyne qui ont tenté le coup de faire des remakes. Par exemple, Adrian Lyne a fait le remake de Lolita avec Jeremy Irons. Oh. C'est pas ouf. C'est à voir au moins une fois. On sent que le film a été quand même vachement charcuté parce qu'Adrian Lyne avait vraiment tourné des scènes de sexe, enfin, entre gros guillemets, des Hmm. scènes chaudes entre Jeremy Irons et sa jeune actrice de 18 ans qui jouait Lolita, pour aller plus loin dans l'adaptation que Kubrick n'avait pu le faire, mais ça n'apportait absolument rien et Kubrick a toujours le point pour moi en termes d'adaptation, le Lolita de Kubrick est inattaquable, mais 2010 se pose quand même vachement là, quoi. Et ce que fait Doctor Sleep tente de faire ce que 2010 a fait, mais il ne réussit pas tant que ça, quoi. C'est Hmm. vraiment dommage. Je te Parce dirai que ça le moi, jour où j'aurai vu 2010. bah oui, mais à 2010, saute dessus, quoi. C'est comme Outland du même réalisateur, c'est deux films de science-fiction qui se posent vraiment là. Euh, et, et autant dans la carrière du réalisateur que dans l'histoire de la SF au cinéma, parce que c'est des films qui sont un peu des ovnis.
Surtout dans la carrière de Peter Helms, qui, je rappelle, a tourné quelques années plus tard Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Ça se pose là. Hein, oui, bah ça se pose un peu là, sachant que Outland, l'acteur principal, c'est Sean Connery. Et l'acteur principal de 2010, c'est Roy Scheider. Alors, le nom me dit rien, celui-là, par contre, malheureusement. Roy Scheider, c'est le shérif Brody des Dents de la Mer. D'accord, ok, merci, c'est mieux. Donc voilà. J'ai tellement l'impression qu'il va me tuer du regard, l'autre, là, avec sa caméra bleue. Donc voilà, c'était mon avis sur Dr. Sleep. Nous pouvons reprendre la continuité de cette émission. Oui, bah c'est à toi de la dire, la continuité de l'émission, parce que moi j'ai fini. Oui, parce hein, que donc, lui, il avait fini sa chronique. Nous n'avons pas de jeu. Si j'ai bien compris. Non, mais on a un unboxing, si vous voulez. On va- Allez, moi je m'en fous, je prends le contrôle de l'émission, unboxing. Alors j'explique. Je suis abonné au magazine, je m'en fous, je fais ce que je veux. Je suis abonné au magazine Mad Movies, que je reçois tous les mois dans ma boîte aux lettres. Je l'ai reçu, là on tourne à dimanche, on est d'accord. Je l'ai reçu mardi, j'attends exprès l'émission depuis plusieurs jours pour pouvoir voir ce qu'il y a dans ce colis. Je vais pas le tourner de l'autre côté, il y a mon adresse, donc faut pas déconner. T'es fier de toi, il s'est barré. Bah, il va revenir, t'inquiète, je le connais. Donc je vais voir ce qu'il y a maintenant dans ce colis. Alors, oh. Ah, alors déjà, qu'est-ce que c'est? L'autre, Qu'est-ce que c'est? il allait chercher à bouffer. Ouais, mais oui, je fais que bouffer. Alors, un film de siège. Oh, attends, il faut qu'il revienne, ça va l'intéresser. Ah, il est Ah, là. il est là. Un film de siège à la Carpenter animé par une pure énergie rock. Wow. Je sais pas du tout ce que c'est, par contre. VFW. What the fuck? Fred, un vétéran de la guerre du Vietnam et ses amis militaires doivent protéger une adolescente et le siège de l'organisation VFW contre un trafiquant de drogue et son armée. Pour les anciens militaires, cette bataille s'annonce comme la plus difficile de leur carrière. Ok. Et c'est marqué en gros derrière un hommage au film de John Carpenter. Ok, toi je te mets dans la semaine, c'est bon, c'est réglé. Ouais, c'est Et très du coup, le magazine. De quoi, pardon? c'est très facile de dire qu'un film est fait un hommage à Carpenter parce que dans ce cas-là, It Follows est un hommage à Carpenter. Oui. Oh, la thématique du mois, quoi. Le teen horror. Oh. Cinéma d'horreur et adolescence, une histoire d'amour tout en clair et en douleur, où les corps se reniflent, se découvrent et se déchirent dans des productions colorées pas toujours si innocentes. À l'occasion de la sortie de Freaky de Christopher Landon, retour sur un genre bonbon plus complexe qu'il n'y paraît. Ok, d'accord, on va voir ça. Ok, d'accord, c'est la saison 9 de... D'American Horror Story. Voilà. Voilà, j'ai fini ma prise de pouvoir de l'émission, ça peut reprendre. Ouais, tout ce que j'ai, c'était News Ciné, là. Ah bah j'enchaîne, hein, voilà, on est bon. Alors, New Ciné, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant à se mettre sous la dent parce que les cinémas sont fermés, je vous apprends rien. Mm. Mais j'ai quand même relevé quelques infos ciné qui sont intéressantes pour les geeks que nous sommes et les geeks qui nous regardent, ou geekettes, hein, comme on dit, pas du tout. Dans la catégorie Marvel, déjà, il y a deux news qui sont sorties cette semaine. Déjà, Chris Pratt a été confirmé dans le film, le quatrième film Thor. Donc, à voir quel relais, enfin quel rôle il aura, non, quelle importance il aura, je voulais dire. Et toujours dans la catégorie Marvel, il y a une nouvelle série Marvel qui est prévue pour le 20 novembre 2020 sur Disney+. Je vais pas plus parler de Disney+ que ça, sinon je vais devenir vulgaire aussi, parce que voilà. C'est une série documentaire qui s'appelle Marvel's 616. Je vais pas le prononcer à l'anglaise, faut pas déconner. Je ne sais pas à quoi correspond le 616, je pense que c'est le nombre de personnages que Marvel a créé au cours de toute sa carrière, qui m'étonnerait qu'à moitié d'ailleurs. Putain, si c'est un épisode, un personnage, ça va durer 1000 ans. Non, ça n'a pas l'air d'être de très peu d'infos que j'ai vues. Ça n'a pas l'air d'être un épisode égal à un personnage. Ça a plutôt il y a l'air d'avoir des épisodes sur la façon de fonctionner de Marvel, sur les liens qui tissent entre les films ou entre Marvel et le reste du monde, quoi, en gros. Ouais. Donc, je mettrais peut-être ce truc. Est-ce qu'il y aura un Ça, chapitre Disney? ça m'étonnerait même pas. C'est du documentaire sur les coulisses des comics Marvel, de la création des personnages, à la façon de les mettre en avant, de trouver un nouveau public, jusqu'à l'impact que les super-héros ont sur les gens. Voilà, il vient de dire le résumé halluciné, là, en gros, mais c'est ça. D'accord. C'est pas halluciné, mais c'est le site officiel de Disney, mais ouais, c'est ça, c'est du documentaire, quoi. Voilà. Documentaire sur Disney+.
Donc à voir, pourquoi pas. C'est le 20 novembre, ce qui fait dans quelques jours. J'ai la flemme de calculer, dans 5 jours. Donc peut-être que je mettrai au moins Oui, le dans 5 premier jours. épisode et que je vous que je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé. Donc ça, c'était pour les deux premières news. La troisième, on a Sylvester Stallone qui a fait parler de lui cette semaine. Enfin, je crois même que ça date d'aujourd'hui, il me semble, parce qu'il a annoncé sa participation au film The Suicide Squad. J'ai pas dit Suicide Squad 2, j'ai dit The Suicide Squad, Ah bon? qui est Ouais. oui, qui est un autre film Suicide Squad, qui je ne sais plus par qui il sera réalisé, celui-là me demandez pas, j'ai pas. Ah, James Gunn. Ah oui, du coup oui, Ah, voilà, James lui il est Gunn, parti réaliser son Suicide c'est le Squad à lui. projet, c'est le projet avec Peter Capaldi. Oh, oh, oh. Oh Attends, putain, ça va donner un film. attends, Peter Capaldi, Sylvester Stallone, Suicide Squad. un même film. Et on a bien eu Peter Capaldi et Brad Pitt dans un même film, hein, donc Oui, c'était très mauvais, ça s'appelait World War Z. non, ça s'appelait Pepsi le film pour moi. Mais... Ah, Bref, donc voilà, pourquoi pas, à voir, parce que Sylvester Stallone qui fait des caméos dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est bien marrant, donc pourquoi pas dans ce film-là. Hein. Mais Bah, voilà. surtout il a un film de super-héros en préparation là. c'est pas vraiment un film Qui de ça, super-héros, c'est un c'est un film de Stallone. vigilante. Ouais. Ah, ok. Et c'est- Bah, il y a le film de Julius Avery. Autre news ciné que je trouve notable, on va dire, c'est même pas intéressante, c'est notable. C'est Lilo et Stitch qui a fait parler de lui cette semaine, ce fameux film que je n'ai pas vu, c'est pour ça que je m'y attarderai pas trop. Le réalisateur de, oh putain, la carrière du mec quoi, Sexy Dance 2, Sexy Dance 3 et Insaisissable 2 Oh, va peut-être réaliser la version live action de oh. Lilo et Stitch. Je trouve la Ouais, mais en même formation temps, complètement osef et dégueulasse, soit dit en passant, parce que vu la carrière du mec, bah, c'est le mec qui a réalisé l'adaptation de Jem et les hologrammes. oui aussi. Et c'est le réalisateur du documentaire Never Say Never sur Justin Bieber. Il en a réalisé deux, c'est ça le pire, il n'en a pas réalisé qu'un seul. Ce mec a une carrière complètement dégueulasse, je trouve. C'est Ça, Oh, ça va être pailleté. t'aimerais avoir sa carrière. Bref, et la dernière news que j'ai notée, alors c'est pas ciné pour le coup, c'est télé, mais ça marche quand même. Bah oui. Dimanche prochain, soit le 22 novembre, bon, déjà, déjà, il y a, voilà. Mais Rien. je le dis maintenant parce que je suis sûr que je vais oublier de le dire la semaine prochaine à tous les coups. Énergie 12 diffuse enfin la saison 12 de Doctor Who. Wouh! Parce que c'est quand même vachement bien comme série, je le rappelle. Qui avait été diffusé sur France 4 en début d'année. Oui, j'avais envie de caser Doctor Who quelque part. Ah, Parce que c'est quand même, je rappelle que le 23 novembre, outre l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault, c'est une vraie anecdote. Le 23 novembre, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault aussi. Oui, et de Vincent Cassel. Est-ce que je rappelle que t'es né exactement le même jour que Miley Cyrus ou ça ira? Je savais, ça va plus loin que ça. je- Je suis bien né le même jour que Ed Sheeran, moi, donc en même temps. Oui, enfin, on est jumeaux. je, On est je, jour, année, mois. je Oh, veux même pas savoir qui est né en même temps que moi. Quand il continuera à parler, j'irai voir. T'es né le combien, toi déjà, rappelle-moi? Le 7 mai De quelle année? 98. Merci, je vais aller vérifier l'info ensuite, savoir qui c'est qui est né en même temps que toi. Et là, vous Euh, vous sentez vieux. ouais, non, mais tout de suite. J'ai que 7 ans de plus que toi, ça va. Oh, ça va. Bref, voilà, c'est toutes les news que j'ai relevées pour cette semaine. J'aurais un dernier petit truc à dire qui concerne un jeu vidéo, mais je pense que ça, je le caserai après, donc je te laisse la parole, mon cher Yann. bah écoute, si tu veux savoir qui est né le 7 mai, j'ai la réponse. Dis-moi. Est-ce qu'il y Tu en as de la a un qui est chance. né en 98? Fais-moi rire, tout de suite. Alors déjà, tu as de la chance parce que tu es né le même jour que Johannes Brahms, que Olympe de Gouges, que Gary Cooper, que Paul Gauguin et que Tchaïkovski. Oh, ouais, ça va. Oh, monsieur. Eh, ça Allez, va, hein. vas-y. Donne les dossiers maintenant. Ils sont tous nés des 7 mai. J'ai un dossier parce que tu es aussi né le même jour qu'un dictateur. Parce Yes! que Vas-y. c'est le
Parce que c'est le 7 mai 1892 qu'est né Tito, le dictateur de Yougoslavie. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Euh... Et oui, c'est ça, les geeks et des c'est aussi de la culture. Vermeilleux. Et j'ai rien d'autre. Ok. Donc t'as une date chiante en gros, hein, c'est clair. Ouais. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à redire pour l'instant. Mon petit truc sur le jeu vidéo dans un moment, mais Yann, en attendant, qu'est-ce qu'il nous reste à dire Bah, pour les rien du centaines de tout, tu milliers de peux y personnes qui nous regardent? pour rien d'autre, tu peux y aller. Tu peux y Ah, aller. encore? Putain, mais il y a que moi qui parle aujourd'hui, c'est quoi ce bazar? Je laisse le décodeur pour la fin, donc tu peux y aller. Bah D'accord, oui. ok. Alors, hier, alors que je me faisais bien chier chez moi, et parcourant mon fil d'actualité Facebook, j'ai découvert un truc grâce à la page Facebook d'Allociné, un jeu disponible en ligne gratuitement, tout le monde peut le tester, c'est sur le site internet de ceux qui l'ont créé directement, qui s'appelle 2h56. Alors, 2h56, c'est une boîte de prod à la base, ne me demandez pas d'où, je pense que c'est parisien, parisienne à tout hasard, qui font beaucoup de trucs et qui ont fait 2 jeux en ligne dispo, c'est des point and click, ce qui rejoint un peu l'univers de ce qu'on fait actuellement avec Yann, enfin ce qu'on essaye de faire du moins. Et 2h56, pardon, le principe est très simple. Vous avez un tableau pour la première édition du jeu ou une série de tableaux pour la deuxième, je vais y revenir dans un moment. Et vous devez trouver toutes les références cinéma qui se cachent dans ces tableaux, c'est-à-dire à partir d'indices, de mots qui sont écrits parfois, d'images iconiques du film. Alors, la première édition de ce petit jeu qui avait été diffusé sur Internet, je ne sais plus quand, mais c'était il y a quelques années en tout cas, s'appelait 2h56 Station, et il y avait un seul unique tableau. Enfin, il est toujours dispo, hein, donc il y a un seul unique tableau qui se passe dans une station-service, et vous devez trouver toutes les références ciné qu'il y a cachées dans l'image. Je vous en cite quelques-unes comme ça, parce que je l'ai refait encore hier, donc c'est encore tout frais dans ma tête, mais vous avez par exemple une référence à L'écume des jours de version Michel Gondry qui est caché quelque part, Le voyage dans la lune de Georges Méliès, Le Cornio, La soupe aux choux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais pas, il y en a plein, voilà, c'est que des références de cinéma français pour le coup cette première édition. Et si vous êtes cinéphile comme moi, c'est un vrai bonheur d'essayer de jouer à ce truc. Dès que vous trouvez une référence, vous pouvez taper directement le nom du film sur votre clavier et faire valider. Si c'est une bonne réponse, tant mieux. Si c'est une mauvaise réponse, vous perdez du temps à chaque fois parce que 2h56, ils n'ont pas choisi le nom pour rien. Vous démarrez avec un chrono de vraiment 2h56, de vraiment 2h56, et vous perdez du temps à chaque mauvaise réponse. Donc voilà, c'est un truc que je vous conseille. Et je vous conseille encore mieux la deuxième version du jeu, parce que j'ai eu un score meilleur, faut dire aussi, qui est 2h56 Horreur, qui est sorti cette année à l'occasion d'Halloween, et qui est sur le même principe, vous démarrez sur un tableau, et vous devez trouver toutes les références, ça se démarre dans une voiture, ce premier tableau, vous devez trouver toutes les références au cinéma d'horreur qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, au début il n'y en a que 5, après vous passez dans un deuxième tableau, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et vous avez 56 références à trouver, pardon, excusez-moi, en tout. Donc c'est un bon moyen de savoir si vous avez une bonne connaissance dans le cinéma d'horreur. Moi, pour tout vous dire, la version film français, j'ai eu un score de 28 références trouvées sur 56 à la fin. Et la version film d'horreur, j'ai eu un score de 35 sur 56. Je ne demande qu'à être battu. À vous les claviers. Si jamais vous avez envie de tester ce jeu, c'est très bien, ça se joue assez vite. Et je ne peux que vous le conseiller. À vous, à vous, à vous, à vous chez vous. Et macaron, parce que j'ai fini. Et macaron. La personne qui m'a vendu ces macarons est peut-être en train de nous regarder ou va regarder ce live ensuite. Je suis sûr elle est morte de rire. Je vois. Bon. Ouais. Je n'ai techniquement plus rien à dire. D'ailleurs, voilà. Il aurait pu le manger à la place du macaron. Bref, on va laisser la parole à Smith pour terminer cette émission. Ça va encore, alors, C'est ça va l'un des encore être un décodeur très marrant puisque je viens de m'apercevoir que je l'ai pas fini. Enfin, il est fini, mais mais j'ai oublié de l'épurer. Donc c'est pas grave. Tu es comédien, tu es censé improviser avec du texte. Allez. Merci de me vendre.
C'est pas grave. Allez. à double tranchant, hein. Si tu y arrives pas, t'es foutu dans cette carrière, hein. Et puis je pourrais... C'est pas grave. Alors, les années 2010 pour le cinéma semblaient être la décennie de la nostalgie, lançant des suites sorties de nulle part et des remakes à tout va, replongeant en plus pitoyablement dans une soi-disant mode des années 80. On pourrait croire que le jeu vidéo serait épargné par cette mode, mais non. Même si le phénomène ne date pas d'hier, il semble avoir explosé ces dernières années avec les remakes et remasters. Alors là, il ne s'agit pas de refaire un jeu avec la même base, mais en changeant l'histoire, les personnages et la direction artistique. Ici, il s'agit plus d'une remise à niveau d'un ou plusieurs jeux, quand il ne s'agit pas carrément de ressortir toute une saga PlayStation 1 sur la PlayStation 4 avec en plus un nouvel opus. Salut Crash Bandicoot. Ce mouvement est donc à la fois bénéfique car il nous permet de replonger dans ce qui a fait notre enfance et adolescence de gamer, quand il permet carrément à un jeu d'époque injouable de devenir jouable. Dark Souls, c'est toi que je regarde. On trouve aussi de belles surprises pour des jeux de légende comme Black Mesa qui vient donner un coup de jeune au diaboliquement culte Half-Life ou carrément même toute la saga Halo qui revient. La liste est longue et malheureusement comme tout mouvement culturel il a aussi ses défauts et ses limites. Je pense notamment au tout nouveau remake de 13 qui n'a de 13 que le nom. Le soleil noir est-il finalement tombé? Également aussi Resident Evil 3 qui aurait mérité de n'être qu'un DLC de Resident Evil 2. Mais ça c'est purement personnel. J'ai perdu ma ligne. Là aussi la liste est longue. Et encore je n'ai même pas cité ce coup de poing commercial initié par les gros du marché qui est de ressortir les consoles version mini avec quelques jeux intégrés. Mais qui évidemment ne vont pas satisfaire tout le monde. Coup de génie ou énorme bras placé vous savez où? La question se pose. Du coup, que retenir de tout ça? Qu'est-ce que cela va nous apporter? Doit-on s'attendre à ce que des jeux sortis hier reviennent sur la table dans 10 ans? Est-ce que le présent n'intéresse plus personne? Pourquoi ce constant regard vers le passé quand tout un monde s'offre à nous quand on regarde de l'avant? C'est ce genre de questions qui personnellement me titille depuis pas mal de temps et j'espère que la réponse n'est pas loin. Dans un avenir proche, j'ose l'espérer. À vous, Cognac J, à vous les studios. Et c'est sur ces mots, et sur à poil dans les conduits, Que Yann que nous vous... démissionne. J'aimerais bien, mais je peux pas. C'est donc sur ces mots que nous allons clore cette émission. Mm. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière... Ouais, enfin pour quelque chose. Ouais, dites ça, c'est mieux, ça sera. Je serai peut-être pas là. Ah? Oh, Oh, tu vas être là. Euh, Peut-être pas jusqu'au bout, peut-être même pas au début. Enfin, on verra, on trouvera peut-être des solutions. En attendant, portez-vous bien. Portez un masque si vous sortez dehors et pour aller travailler. C'est important. Restez prudent, comme on dit. On se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de la Geekédémie. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut les gars! Salut. Salut.